Je n'aurais jamais imaginé que l'amour que j'ai donné si librement serait un jour perçu par ma propre fille comme un obstacle au bonheur de sa famille. Les soupirs de frustration, les regards échangés au-dessus de la table du dîner, ils m'ont blessé plus que les mots ne l'auraient jamais pu. Puis, un matin, ils l'ont dit. Peut-être que cette maison n'est plus adaptée à quelqu'un de mon âge. Voulait-il vraiment que je parte ? Une vague profonde de tristesse et de rejet m'a submergée, mais je l'ai contenue. J'ai fait mes valises et j'ai quitté cette maison avec une dignité silencieuse. Je leur montrerai à quel point je peux reconstruire ma vie avec beauté, même si je dois repartir de cette lenteur qu'ils n'ont jamais cessé de critiquer. J'avais 68 ans lorsque j'ai emménagé chez ma fille, car elle disait vouloir que j'aie un endroit à moi, un foyer où je pourrais enfin me reposer après toutes ces années passées à l'élever avec tout ce que j'avais. Elle voulait me rendre l'amour que je lui avais donné. Alors je suis arrivé devant sa porte avec seulement 3 modestes valises et un cœur rempli d'espoir. Mais au lieu de chaleur, au lieu de cet amour que j'avais patiemment reconstruit jour après jour, je fus accueilli par une déception silencieuse. Petit à petit, jour après jour, cet espoir a commencé à faner. Rachel m'a accueilli à la porte avec un sourire froid, à peine esquissé, un sourire qui semblait répéter à l'avance. « Salut, maman. Tu es là ?» dit-elle, comme si elle annonçait la météo. Sa maison était magnifique, sol brillant, fenêtres lumineuses, pas une trace de poussière. Elle sentait légèrement le produit citronné et la lavande, comme une pièce prête à être photographiée pour un catalogue. Mais ce n'était pas un foyer. Ils m'ont donné une chambre au rez-de-chaussée. « Ce sera plus facile pour toi, maman, » a dit Rachel, bien qu'elle ait probablement voulu dire « ce sera plus facile pour nous ». C'était un petit espace, avec un lit simple, une armoire étroite et un bureau coincé dans un coin. Sur le lit se trouvait un édredon fleuri que j'avais cousu il y a des années. Je reconnaissais chaque point. Il venait autrefois de la chambre d'amis de ma maison, et Rachel avait dû le ranger quand la maison a été vendue. Ce détail, attentionné ou calculé, je ne saurais dire, m'a presque fait pleurer. Daniel, mon gendre, est apparu à la porte avec l'une de mes valises. « Laisse-moi prendre ça, » dit-il, poli mais pas chaleureux. Son ton me rappelait celui d'un concierge d'hôtel, courtois mais jamais intime. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, des pâtes avec des légumes rôtis. Rachel a interrogé les enfants sur l'école. Daniel faisait défiler son téléphone sous la table. Personne ne m'a demandé comment s'était passé mon voyage. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Je suis restée silencieuse, proposant 2 fois de passer le pain avant de réaliser que personne ne m'avait entendue. Ensuite, j'ai aidé à nettoyer. Rachel m'a remerciée distraitement, puis a disparu à l'étage pour aider aux devoirs. Daniel était reparti dans son bureau. Je me suis retrouvée seule dans la cuisine à sécher la vaisselle dans une maison qui n'était pas la mienne, entourée de gens qui ne semblaient plus m'appartenir non plus. Plus tard, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé. Le fauteuil à bascule grinçait sous moi. L'air était frais et quelques feuilles dansaient sur la pelouse. À l'intérieur, j'entendais des rires discrets, le bourdonnement de la télévision, le rythme doux du lave-vaisselle. Ils étaient heureux, ils étaient ensemble. Et moi, je ne faisais plus partie de ce monde. Autrefois, j'étais le cœur d'un foyer, celle qui faisait tourner la maison, nourrissait tout le monde, embrassait les genoux écorchés, rappelait les dates de retour des livres à la bibliothèque. Aujourd'hui, j'étais quelqu'un qu'il contournait. Rachel haussa les épaules quand je lui ai demandé « Oh, ça avait juste plus de sens comme ça », dit-elle. Daniel ne disait pas grand-chose, mais il n'en avait pas besoin. Le soupir subtil, quand je mettais trop de temps à enfiler mes chaussures. La façon dont il évitait mon regard lorsque nous nous croisions dans le couloir. La manière dont il ne s'adressait à moi que lorsque c'était nécessaire, comme une infirmière bien intentionnée s'adressant à une résidente d'une maison de retraite. J'ai remarqué que les enfants ne me demandaient plus de leur lire des histoires. Ils ne me montraient plus leurs dessins d'école. Lucas est passé devant moi une fois sans même un bonjour. J'ai fait un signe de la main quand même. Au début,
Je me suis dit que ça prendrait du temps. Les familles ont besoin de temps pour s'adapter. Mais ensuite, j'ai compris. J'étais la seule à m'adapter. Tous les autres m'avaient simplement intégré à leur emploi du temps comme une corvée de plus à gérer. Un soir, alors que je sirotais seule mon thé sur le porche, Rachel m'a rejointe avec un verre de vin. « Tu t'installes bien ?» m'a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Sa chemise impeccablement repassée, sa montre coûteuse, son aisance forcée. « Je vais bien, » ai-je dit. « Bien ? On est content que tu sois là. » J'ai hoché la tête, faisant semblant que cela suffisait. Faisant semblant de ne pas voir qu'elle disait « on », comme si elle essayait encore de s'en convaincre elle-même. Après quelques minutes, elle s'est excusée. « Des emails, dit-elle. Je suis restée là bien après son départ. L'air était immobile. La lumière du porche clignotait au-dessus de moi. L'arroseur du voisin sifflait au loin. J'ai resserré la couverture autour de mes épaules, et quelque part au fond de moi, une voix a murmuré « Tu n'es pas désiré ici. Tu es juste toléré. » Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas contredit cette voix, car je savais qu'elle disait la vérité. Je me disais que les familles s'ajustent, mais si j'étais la seule à faire l'effort, je me suis réveillée de nouveau, avant le lever du soleil, comme toujours. Les vieilles habitudes, comme les articulations qui craquent et le café matinal, ont la vie dure. J'ai traversé lentement la maison plongée dans l'obscurité, veillant à ne réveiller personne, pas même le golden retriever du voisin qui aboyait à chaque voiture. J'ai préparé une petite cafetière avec leur machine chromée dernier cri, quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un vaisseau spatial, et je l'ai versé dans ma tasse en céramique fleurie que j'avais apportée de mon ancienne maison. Elle était ébréchée sur le bord, mais elle tenait parfaitement dans ma main. La cuisine, impeccable et intacte, rendait chacun de mes gestes trop bruyants. Les comptoirs en marbre brillaient et les tabourets étaient alignés comme des soldats disciplinés. J'ai essuyé le plan de travail par réflexe. Puis j'ai plié la couverture sur le canapé, nourri le chat, aligné les magazines sur la table basse, de petits gestes, une sorte d'offrande. Rachel est descendue un peu après 7 heures, déjà habillée, le téléphone à la main. Elle a regardé la cafetière et m'a adressé un sourire crispé. « Merci pour le café, maman. »« Ce n'est rien, » ai-je répondu. Je ne dis jamais non au café ni à l'amour, même s'il était fragile. Elle s'est assise à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone et sirotant. J'ai attendu un moment, puis j'ai demandé doucement « Je peux t'aider aujourd'hui ?» Elle a levé les yeux, surprise. « Oh non, on a les rendez-vous chez le dentiste pour les enfants et le cours de danse cet après-midi. Ça va être le chaos. »« Je peux conduire. » ai-je proposé. Elle a hésité. « Juste assez. »« C'est gentil, mais ça ira. Tu as déjà fait beaucoup. » Vraiment, cet après-midi-là, j'ai décidé de préparer un des plats préférés de Georges, du poulet rôti au romarin avec des légumes racines. Quelque chose pour rassembler la famille. J'ai pris mon temps. Épluché des carottes, tranché des pommes de terre, haché des herbes fraîches achetées au marché fermier en bas de la route. Le four a réchauffé la maison avec un parfum que je n'avais pas ressenti depuis chez moi. Quand Rachel est rentrée avec les enfants, elle a reniflé l'air. Ça sent bon. Daniel est arrivé quelques minutes plus tard, encore en chemise de travail, manches retroussées, téléphone en main. Il s'est assis à table sans même retirer ses chaussures. J'ai servi les assiettes avec soin, ajoutant même du persil frais en décoration. Anna est entrée et m'a demandé ce que c'était. « Du poulet, ma chérie, » ai-je répondu, comme on faisait les dimanches. Daniel coupa un morceau de son assiette, mâcha 1 fois, 2 fois, puis le repoussa. « C'est un peu sec, » marmonna-t-il sans lever les yeux. « La prochaine fois, on pourrait juste commander chez Basil Tay. » Je sciai. Rachel ne dit rien. Elle lui tendit la sauce soja. Les enfants demandèrent des macaronis au fromage. J'acquiesçai, avalai difficilement et pris mon verre d'eau. Je mangeais en silence. Après le dîner, Rachel prit un appel téléphonique. Daniel retourna dans son bureau. Les enfants disparurent à l'étage. Personne ne me demanda comment s'était passée ma journée. Personne ne mentionna le dîner. Je me retrouvai seule à gratter les plats dans l'évier.
Ce soir-là, je m'assis au bord du lit et fixai de nouveau le dessus de lit, le même qui m'avait fait sourire à mon arrivée. Maintenant, il semblait plat et impersonnel, comme une couette d'autel. Dans les jours qui suivirent, j'ai remarqué des choses. Rachel réorganisa le garde-manger que j'avais soigneusement étiqueté. Daniel soupira bruyamment quand je mis trop de temps à lasser mes chaussures orthopédiques à la porte d'entrée. Ils cessèrent de me proposer de les accompagner en promenade. J'ai décliné les 2 dernières invitations avant qu'ils n'arrêtent d'en proposer. Un matin, Rachel arriva avec un iPad tout neuf dans un étui vert menthe. « Tiens, dit-elle avec un sourire. Comme ça, tu pourras lire ou regarder quelque chose de sympa, pour t'occuper. » Ça sonnait gentiment. Ça ne l'était pas, je la remerciai. Et je le pensais. Puis je posai l'appareil sur ma commode et je ne l'allumai jamais. Plus tard cette semaine-là, je passai devant la fenêtre du salon et vis Daniel parler au voisin. Greg, je crois. Daniel riait, les mains dans les poches, et je l'entendis dire « C'est un peu une adaptation d'avoir Margaret à la maison. Mais on gère. » Je restai immobile dans le couloir, un panier de linge plié dans les bras, qui me parut soudain aussi lourd que des briques. Les petites humiliations commencèrent à s'accumuler, comme de la poussière dans un coin oublié. Lucas, mon petit-fils, me demandait autrefois de lui lire des histoires. Mais maintenant, dès que je commençais, il gigotait et disait « C'est bon, je vais juste regarder YouTube. » Anna, qui s'accrochait à moi comme du velcro, passait désormais devant moi en allant à ses leçons de piano sans un regard. Les enfants n'ont pas besoin d'instructions pour exclure. Ils apprennent par osmose. J'ai proposé de garder les enfants. On a déjà réservé une baby-sitter, disait Rachel d'un ton reconnaissant qui ressemblait plus à du soulagement. J'ai essayé d'aider avec la lessive. C'est plus simple si je mets tout ensemble, répondait-elle. Même le chat ne dormait plus dans ma chambre. Je commençais à me replier sur moi-même, me recroquevillant dans mon petit espace comme un chat dans un panier. Je remplissais mes journées de mots croisés et de relecture de vieux romans. Je marchais dans le quartier juste pour sentir la brise, pour me rappeler que je faisais encore partie du monde, même si personne dans cette maison ne me voyait plus. Un soir, j'ai fait des cookies avec Anna et Lucas pendant que Rachel faisait des courses. Nous avons ri, nous avons joué à deviner les épices, j'ai oublié pendant un instant que je n'étais qu'en marge de leur vie. Rachel afficha un sourire, comme un pansement sur une plaie. Il y a de magnifiques résidences seniors autonomes dans le coin. Des commodités, de l'intimité, des gens de ton âge, des gens de mon âge. Elle aurait aussi bien pu dire des gens qui ne gênent pas. Je sentis ma poitrine se soulever lentement. Je vois, dis-je. Elle sembla soulagée. On t'aidera à chercher, on veut que ce soit fluide. Daniel parla de brochures et de visites guidées, mais je n'entendis pas la suite. Mes oreilles étaient emplies du bourdonnement du réfrigérateur. Je regardais le plan de travail, brillant et intact, la grande fenêtre où la lumière du soleil entrait à présent comme un jugement. J'ai pensé à Georges, à toutes ces nuits où j'étais resté éveillé à coudre des costumes, à tous ces matins où j'avais préparé des déjeuners, conduit à l'école, applaudi dans les auditoriums. J'ai pensé à ces Noëls construits avec des coupons et de la résilience, à Rachel, bébé, coliqueuse et rouge de colère, et comment je marchais avec elle dans le couloir de minuit jusqu'au lever du jour. Et maintenant, j'étais un frein. Juste une gêne. J'ai hoché la tête, calmement. Je comprends. Leurs sourires se sont élargis. Ils ont pris mon calme pour un accord. Après leur départ pour le travail, je suis restée assise à la table de la cuisine. Mon café était devenu froid. J'ai regardé par la fenêtre pendant longtemps. La balançoire était immobile dans le jardin. Les feuilles commençaient à changer. L'or, l'orange et le cramoisi s'accrochaient aux arbres comme des vérités réticentes. J'ai emporté le café jusqu'à l'évier, l'ai versé, j'ai rincé la tasse, essuyé avec un torchon de lin chaque geste précis, délibéré. J'ai traversé la maison comme un fantôme, mais un fantôme avec des affaires inachevées. Je suis retourné dans ma chambre et ai ouvert le placard. J'ai sorti mes 2 valises en cuir, toujours solides, toujours prêtes
J'ai commencé à faire mes bagages, seulement l'essentiel, seulement ce qui comptait, mon ancien journal d'enseignante, une photo encadrée de Georges et moi sur la côte du Maine, une écharpe au crochet que Anna avait faite en CE2, oubliée depuis dans un tiroir, chaque objet plié avec soin, un rituel de libération. Je ne ressentais pas de tristesse, je ne ressentais pas de colère. Ce que je ressentais, c'était fini. Fini d'espérer, fini de me réduire, fini de faire semblant que la politesse signifiait l'amour. Plus tard ce soir-là, ils sont rentrés, la maison de nouveau remplie de voix, de pas, de claquements de portes, de bips de micro-ondes. Je suis restée dans ma chambre, silencieuse, à l'écoute. Rachel a frappé une fois mais n'a pas attendu de réponse. « Maman » appela-t-elle. « Le dîner est prêt si tu as faim. » Je suis restée sur mon lit, les mains posées sur ma valise. « Non, merci, » dis-je doucement. Silence. Puis le son de ses pas s'éloignant. Je suis restée là longtemps. L'horloge faisait tic-tac. Le chat est entré, m'a regardé, puis s'est enroulé en boule sur le sol. J'ai regardé autour de la chambre, le bureau, la commode, la petite lampe d'angle que j'allumais chaque soir, un espace qu'on m'avait taillé, mais pas offert avec un cœur ouvert. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je fis un plan. À l'aube, je me suis levée. Je me suis habillée avec calme et détermination. Un chemisier blanc, un pantalon, un cardigan bleu marine. J'ai remonté mes cheveux. J'ai remis mon alliance et je me suis regardée dans le miroir. Pas brisée, pas un fardeau. Prête. Ils pensaient que j'étais lente. Ils pensaient que j'étais insignifiante. Ils allaient découvrir. S'ils pensaient que j'étais lente, ils allaient voir à quelle vitesse je pouvais agir quand ça comptait vraiment. Ils voulaient que je parte. Alors je leur ai facilité la tâche, en vidant tout ce qu'ils pensaient posséder. Le ciel était encore sombre quand j'ai ouvert les yeux. Pas encore de chant d'oiseaux. Aucun bruit de voiture ou d'aboiement. Juste du silence. Un silence pur, sacré. Je me suis assise, j'ai balancé mes jambes hors du lit et senti le sol sous mes pieds comme un vieil ami. Je bougeais avec intention, chaque muscle et articulation se souvenant de son rôle. Je n'ai pas grimacé ce matin-là. Je n'ai pas hésité. J'étais solide. À la faible lumière de ma chambre, j'ai boutonné un chemisier bleu marine, enfilé un pantalon sombre et lacé mes chaussures naturelles de marche. Des chaussures marchand pratiques. J'ai brossé mes cheveux et les ai attachés bas. Pas de maquillage, pas de parfum, juste de la clarté. Ils étaient pas partis tôt, une réunion à l'extérieur pour Rachel, et Daniel avait emmené les enfants à l'école. Leur absence n'était pas étrange. Ce qu'il était, c'était la sensation dans la maison, un calme qui, cette fois, ne ressemblait pas à de la solitude. C'était de l'espace rendu. La veille, j'avais appelé une entreprise de déménagement. Un jeune homme poli, Colton, avait répondu. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour déplacer des biens personnels vers un garde-meuble. Il n'a posé aucune question, juste donné une heure, un prix et un « oui, madame ». Je l'aimais déjà bien. J'ai fait une tasse de café. Je n'avais plus besoin d'en faire deux. Je l'ai siroté lentement à la table de la cuisine, tandis que la lumière du soleil commençait à filtrer à travers les rideaux, dessinant de longues ombres dorées sur les murs. Puis je me suis levée, j'ai rincé la tasse, et j'ai commencé. La chambre principale d'abord. Je m'y suis déplacée comme une bibliothécaire, triant des livres. Les costumes de Daniel, les robes de Rachel, ses sacs à main alignés comme des pièces de musée sur les étagères du placard. J'ai tout plié avec soin, sans vengeance, juste de l'ordre. Je les ai disposés en piles nettes sur le lit, prêtes à être mises en carton. Ensuite, le placard du couloir. Albums, photos, vieux trophées, jeux de société inutilisés. J'ai emballé chaque objet avec attention. Pas parce que je leur devais quelque chose, mais parce que je me devais, à moi-même, la grâce de bien faire les choses. J'ai laissé leurs photos de mariage sur la table de nuit, face contre bois. La cuisine fut la dernière. J'ai vidé les tiroirs remplis de leurs couteaux artisanaux, de leurs machines à pain à peine utilisées, de l'infinité de gadgets offerts pour leur mariage ou achetés en solde.
J'ai enveloppé la verrerie dans du papier journal trouvé dans le garage, calant chaque pièce comme si je préparais le futur de quelqu'un d'autre. À 10 heures du matin, la pelouse devant la maison commençait à se remplir. Des cartons, des valises, des bacs étiquetés, quelques housses de vêtements suspendues avec soin sur la rambarde du porche. J'ai tout disposé comme pour une exposition. Ce n'était pas le chaos, c'était une chorégraphie. Les voisins ralentissaient en passant, la curiosité peinte sur leur visage. Je n'ai pas fait signe. Je n'en avais pas besoin. À exactement 10h30, le camion de déménagement est arrivé. Un grand véhicule blanc avec des lettres rouges et 2 jeunes hommes en polos bleu marine. L'un d'eux, Colton, j'imagine, m'a souri en descendant. « Madame Whitmore ?»« C'est moi. » Il a regardé autour de lui. « On a un sacré chantier, hein ?» J'ai souri. Juste un peu de ménage d'automne, en avance. Ils ont travaillé rapidement, efficacement. Pas de bavardage inutile, pas de jugement. Je leur ai tendu des bouteilles d'eau fraîche que j'avais gardées au réfrigérateur. Ils étaient reconnaissants, surpris. J'ai toujours cru au pouvoir des petites gentillesses. Les cartons ont disparu un à un dans le camion. La pelouse s'est dégagée. Le porche est redevenu silencieux. Je regardais tout cela, les bras croisés, calme. Comme autrefois, quand j'observais une classe retrouver son calme après la récréation. Quand ils eurent fini, je les ai suivis dans ma voiture. Mon vieux mais bien entretenu SUV Lexus, jusqu'à un garde-meuble à quelques kilomètres. J'en avais choisi un avec caméra de sécurité, contrôle climatique et sol en béton propre. Pas de poussière, pas de moisissure, juste de l'espace. Nous avons rempli le box en moins de 30 minutes. Étiqueté, empilé, aligné. J'ai payé en liquide, 6 mois d'avance. Alors que Colton me tendait le reçu, il s'est arrêté un instant. « Vous déménagez bientôt ?» J'ai soutenu son regard. « C'est déjà fait. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait plus que ce que je venais de dire. Je suis rentré à la maison juste avant 1h. Le soleil était haut, l'air chaud. J'ai franchi la porte et me suis retrouvé entouré de... rien. Pas de canapé, pas de tapis, pas de photos, aucune trace de vie, juste des murs et des sols, et le doux bourdonnement d'un réfrigérateur qui ne refroidissait plus rien pour personne. Je suis passé de pièce en pièce encore une fois, essuyant les surfaces, ramassant des chaussettes oubliées, lissant les coins. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas hésité. En arrivant à la cuisine, j'ai sorti une petite enveloppe. À l'intérieur, une clé, en argent, usée sur les bords, et un court mot manuscrit sur un papier crème. Vos affaires se trouvent dans le box 214 chez Oak Ridge Secure Storage. Payé jusqu'en mars. Aucune explication nécessaire. Prenez soin de vous. Monsieur, j'ai déposé l'enveloppe soigneusement sous le coq en céramique que Rachel avait insisté pour garder de mon ancienne maison. C'était approprié. Puis je suis retourné dans ma chambre, où seules mes 2 valises m'attendaient, fermées et prêtes. Je me suis assise sur le lit, le même dessus de lit sous moi, et j'ai pris une longue inspiration silencieuse. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas de la rancune, c'était une clôture. J'ai roulé mes valises, une dans chaque main, ouvert la porte d'entrée, et suis parti sans me retourner. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais déjà dit au revoir, au silence, à l'effacement, à la petitesse dans laquelle ils avaient essayé de m'enfermer. Ils voulaient que je parte. Je suis simplement partie la première. Leurs cris ont résonné à travers la maison vide, mais je n'étais plus là pour les entendre. J'ai passé cet après-midi-là dans un petit café tranquille à quelques rues du garde-meuble. C'était l'un de ces endroits nichés entre un pressing et un fleuriste, avec du papier peint délavé et des chaises dépareillées qui semblaient, malgré tout, aller ensemble. La serveuse m'a appelé « chérie » et m'a servi un café sans que je le demande. Je lui ai laissé un bon pourboire. Dehors, le soleil descendait lentement, peignant le trottoir de traînées ambrées. Je me suis assise près de la fenêtre, ma valise à côté de moi, sirotant lentement ma boisson. Le monde continuait. Les feux de circulation clignotaient,
Des adolescents riaient sur leurs planches à roulettes. Une femme en blouse prenait sa commande à emporter. Pour la première fois depuis des mois, je n'attendais pas qu'on ait besoin de moi. Je n'attendais pas la permission de parler. J'étais juste là. Lorsque j'ai fini mon café, je suis retourné à ma Lexus et j'ai conduit jusqu'à l'appartement pour lequel j'avais signé le bail 2 semaines plus tôt. Un modeste une pièce, au 4e étage, d'un immeuble en briques, face à un petit parc. Rien d'extravagant. Mais c'était à moi. Le propriétaire avait laissé les clés sous le paillasson. L'air à l'intérieur était frais et propre, avec encore cette odeur de peinture neuve et de promesses. La lumière entrait par les portes du balcon, se répandant en flaques dorées sur le parquet. Il n'y avait pas encore de meubles, juste 2 valises et une chaise pliante que j'avais apportée dans mon coffre. Mais ce vide n'était pas froid, c'était de l'espace, pur, non revendiqué, accueillant. J'ai déballé lentement. Une photo encadrée de Georges et moi sur une plage venteuse, une pile de livres dont je ne pouvais me séparer, une écharpe faite main, un petit bol en céramique que Rachel m'avait fabriqué en CE2, que j'utilisais toujours pour les sachets de thé. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon, une couverture sur les genoux et une tasse de tisane à la menthe, poivrée dans les mains. L'air était vif, parfumé de fumée de cheminée et de barbecue lointain. J'ai regardé les familles dans le parc ranger leurs paniers de pique-nique, les enfants traînant derrière avec des doigts collants et des cœurs pleins. Personne ne me regardait comme si j'étais dans le chemin. Personne ne me regardait tout court. Et d'une certaine façon, cela m'a libérée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Rachel et Daniel se garaient dans leur allée à exactement 18h17. Je ne le sais pas parce que je les observais, mais parce que je pouvais imaginer leur routine aussi clairement que j'imaginais autrefois mes plans de cours. Rachel porterait son sac d'ordinateur dans la main gauche et appuierait sur le bouton du garage de la main droite. Daniel sortirait le premier, s'étirerait le dos et consulterait son téléphone avant même d'ouvrir la porte. Sauf que cette fois, quelque chose serait différent. Pas de rideau aux fenêtres, pas de lumière du porche allumée, pas de son provenant de la télévision à l'intérieur, juste le silence. Ils ouvriraient la porte, entreraient et ressentiraient l'absence, pas de meubles, pas de photos, pas de manteau accroché, pas de verres à vin sur le comptoir, seulement des murs et des échos. Rachel appellerait mon nom, une fois, puis une autre. Daniel vérifierait le garage. Les enfants demanderaient « Où est mamie ?» Rachel se précipiterait vers la cuisine. Elle trouverait le coq en céramique. Et en dessous, l'enveloppe. J'imaginais son visage lorsqu'elle lirait la note. Comment ses doigts pourraient trembler. Comment sa voix se briserait. Daniel lui arracherait la lettre des mains, la relirait. « C'est légal, ça !» marmonnerait-il. Elle a tout pris ? Non, pas tout. Seulement ce qu'il n'avait jamais vraiment vu. Je n'étais pas là pour assister à leur réaction. Je n'en avais pas besoin. J'avais vécu assez longtemps dans cette maison pour connaître la chorégraphie émotionnelle, l'incrédulité, la confusion, la défensive, le blâme, mais peut-être, même si ce n'était qu'un instant, le regret. Qu'ils se débattent avec ce qu'ils avaient ignoré. De retour dans mon appartement, j'ai laissé le silence s'installer. C'était un bon silence. Un silence guéri. Le genre qui n'attend rien et ne pèse plus. Le lendemain, j'ai trouvé une charmante boutique de meubles d'occasion, tenue par une femme nommée Élise. Elle portait de grandes lunettes, des foulards fleuris et traitait chaque fauteuil comme un vieil ami cher. J'ai acheté une petite table, 2 chaises dépareillées et une bibliothèque légèrement bancale qui me rappelait la maison. « Élise, ai-je demandé, connaissez-vous un club de lecture dans le coin ?» Elle a rayonné. « Oh que oui !» Elle m'a tendu un flyer pour un cercle de lecture féminin qui se réunissait 2 fois par mois à la bibliothèque municipale. Et, ajouta-t-elle avec un clin d'œil, elle cherche toujours quelqu'un qui aime les histoires plus que les bavardages. J'ai ri, un vrai rire, du genre qui ressemble à un rayon de soleil perçant le brouillard du matin. Plus tard, cette semaine-là, je suis entrée dans la bibliothèque avec un sac fourre-tout et un carnet neuf. Les femmes m'ont accueillie comme une vieille amie revenue d'un long voyage. Elles m'ont demandé
Mes auteurs préférés ont ri à mes remarques sarcastiques et m'ont offert des biscuits à la cannelle faits par la petite-fille de l'une d'elles. Je me suis assise dans ce cercle, entourée du murmure chaleureux des conversations et du bruissement des pages de livres de poche, et j'ai senti quelque chose se poser en moi, l'appartenance, pas grâce au lien du sang, mais parce que j'étais venue, entière, sans excuse. Après la réunion, en rentrant chez moi, je passai devant le fleuriste et le café qui me semblaient désormais familiers, et quelqu'un m'appela par mon prénom. « Margaret ?» Je me retournai. Une femme avec un déambulateur, ses cheveux argentés relevés en chignon, des yeux gentils et brillants derrière des lunettes cerclées de fils de fer. « Madame June Carter » dis-je, surprise. Nous nous étions brièvement rencontrés il y a quelques semaines, quand elle était tombée devant son appartement et que je l'avais aidée à appeler une ambulance. Je ne pensais pas qu'elle se souviendrait de moi. « Vous vivez ici maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui. » Elle sourit. « Bien, l'immeuble vient de gagner quelques degrés. » Elle m'invita chez elle pour le thé. J'ai accepté. Nous avons parlé pendant 1 heure, 2, de la vie, de la perte, des recommencements. « Vous savez, » dit-elle alors que je me levais pour partir, « parfois les plus beaux moments de notre vie arrivent après qu'on ait cru que l'histoire était déjà finie. » J'ai hoché la tête, le cœur plein. Ce soir-là, je me suis assise de nouveau sur le balcon, avec la même vieille couverture et une nouvelle chaleur dans la poitrine. En bas, les lumières du parc scintillaient. Quelque part, quelqu'un jouait du jazz, sur une enceinte, un peu trop forte. Des rires montaient d'un groupe d'adolescents rentrant chez eux. Et moi, Margaret Whitmore, je n'étais plus un oubli dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais l'auteur, désormais. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus comme une gêne. Je me sentais simplement moi. Je n'étais pas en colère, je n'étais même pas triste. J'étais juste, enfin, en paix. Les jours passaient lentement, mais pas de façon pesante, plutôt comme une rivière douce, régulière et pleine. Ma nouvelle vie se déroulait en routine tranquille. Café du matin sur le balcon, après-midi à la bibliothèque, marché du dimanche pour du pain frais et des fleurs. Jasper, le chat tigré que j'avais adopté au refuge local, était devenu mon ombre. Il dormait dans le creux de mon bras, regardait les oiseaux depuis la fenêtre et me saluait de petits miaulements à mon retour. Je ne m'attendais pas à ce qu'il compte autant, mais il le faisait. Une compagnie silencieuse, comme Georges, autrefois. Ce matin-là, en sirotant mon thé et en regardant les feuilles dorées voler dans la cour, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. La plénitude. Pas parce que tout s'était passé comme je le voulais, mais parce que j'avais su bâtir une vie à partir de ce qu'il restait. J'ai décidé d'aller marcher. On était début novembre. L'air était piquant, mais le soleil souriait encore doucement à travers les nuages. J'ai noué une écharpe autour de mon cou et me suis dirigé vers le quartier que je n'avais pas revu depuis le jour où j'étais parti. Le quartier de Rachel et Daniel. Je ne prévoyais pas d'y entrer, je ne savais même pas pourquoi j'y retournais. Peut-être pour clore, ou simplement pour dire adieu à une version de moi-même que j'avais laissée derrière. La maison était exactement la même. Briques blanches, volets noirs, jardin impeccable, mais il y avait quelque chose de figé maintenant, pas paisible, stagnant. Je me suis tenu de l'autre côté de la rue, regardant. Mon souffle formait devant moi des nuages de mémoire. Je me souvenais des matins de Noël, des petits pieds dévalant les escaliers, de Rachel avec des rubans dans les cheveux, ouvrant des cadeaux que j'avais emballés toute la nuit, de Georges filmant avec sa caméra, racontant tout de sa voix chaude et rieuse. Tout vivait encore là, mais aussi le silence, les soupirs, l'effacement, les mots jamais vraiment méchants, mais qui blessaient quand même. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas frappé, mais alors que je me retournais pour partir, j'aperçus quelqu'un à la fenêtre. Rachel. Elle se tenait derrière la vitre, les mains posées doucement contre le cadre. Son visage était pâle. Elle ne fit pas signe. Elle n'appela pas. Nous nous sommes simplement regardés. Un long moment,
Je me suis demandé ce qu'elle voyait. Un fantôme? Une étrangère? Sa mère? J'espérais qu'elle voyait la femme qui autrefois lui tressait les cheveux, veillait pendant les fièvres, applaudissait plus fort que quiconque à chaque récital. Mais je n'avais pas besoin de le savoir. Le regret, j'ai appris, est une chose intime. Il pousse dans le silence. Ou pas. Je lui ai adressé un petit signe de tête. Puis je me suis retournée. J'ai marché lentement à travers ces rues qui portaient encore les souvenirs comme des pierres dans une rivière. Certaines tranchantes, d'autres lisses, toutes façonnées par le temps. De retour chez moi, Jasper m'attendait à la porte, sa queue s'enroulant autour de ma jambe, comme une question et une bienvenue. J'ai préparé du thé. Assise à la petite table de la cuisine, j'ai ouvert une enveloppe arrivée plus tôt dans la journée. À l'intérieur se trouvait une photo de la dernière réunion du club de lecture. Nous étions regroupés autour d'une pile de romans, en train de rire. Quelqu'un m'avait capturé en plein éclat de rire, les yeux plissés, une main sur le cœur. J'avais l'air vivante. Ce soir-là, je me suis assise sur le balcon, avec Jasper blotti contre moi, tandis que les étoiles s'allumaient une à une dans le ciel qui s'assombrissait. L'air était vif, la ville bourdonnait en bas, mais cela semblait lointain, comme un murmure sous mon propre battement de cœur. J'ai pensé à la femme que j'avais été, la femme qui avait fait ses valises, espérant encore que l'amour vivait dans cette maison, la femme à qui on avait dit qu'elle était trop lente, trop envahissante de trop. Et j'ai souri, car elle était aussi la femme qui était partie, pas avec amertume, mais avec un courage tranquille. Au loin, quelqu'un riait, une porte grinça, le monde continuait, et moi aussi. Et pour la première fois depuis très très longtemps, je n'ai pas murmuré adieu à mon passé. J'ai simplement fermé la porte et marché vers demain. Parfois la vie ne s'effondre pas d'un coup, elle s'effrite en silence, à travers les regards insistants, les gentillesses qu'on retient, les invitations qui ne viennent jamais. Mais la dignité, une fois retrouvée, peut faire plus de bruit que n'importe quel adieu. Margaret n'a pas élevé la voix, elle n'a pas débattu, elle s'est simplement choisie, et ce faisant, elle nous a rappelé que l'amour ne consiste pas à être toléré, mais à être chéri. Alors si cette histoire a touché quelque chose en vous, prenez peut-être un moment aujourd'hui pour remarquer les discrets, ceux qui préparent le café sans qu'on le leur demande, ceux qui plient les serviettes avec soin, ceux dont la présence ne nous manque qu'une fois qu'ils sont partis. Et si cette histoire vous semble familière, sachez que vous n'êtes pas seul, car la force ne ressemble pas toujours à un acte de rébellion. Parfois c'est partir, la tête haute. Si ce chemin vous a ému, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé qu'il ou elle compte encore. Parfois la vérité la plus puissante que nous puissions dire est simplement celle-ci. Je mérite mieux, et je n'ai pas peur de recommencer.